678 438 lignes de données fiscales volées. Vos revenus fiscaux de référence, le nombre de personnes à votre charge, votre taux de prélèvement à la source. Non, ce n'est pas une fiction, c'est ce qui vient de se passer à la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, l'administration qui gère nos impôts. 2 attaques ont eu lieu, une fin juin et l'autre fin juillet. Des pirates ont simplement réussi à pénétrer dans le système en usurpant les identifiants d'un agent de la DGFiP et d'un tiers habilité, d'après le communiqué officiel du ministère de l'Action et des Comptes Publics. Mais le plus troublant, c'est qu'il aura fallu attendre la revendication du cybercriminel, le 12 août, et la révélation dans la presse pour que la DGFiP informe officiellement de cette fuite de données. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce piratage massif. Et pour bien comprendre pourquoi c'est un séisme, on va faire un petit voyage dans le temps, voir ce que vous risquez concrètement et se poser la question qui fâche: qui est vraiment responsable? Pour comprendre pourquoi la fuite de ces données fait si mal, il faut remonter un peu l'histoire. L'impôt et les Français, c'est une très longue histoire d'amour et de haine. Sous l'Ancien Régime, avant la Révolution de 1789, les rois envoyaient des collecteurs d'impôts privés chez les habitants. Et les gens détestaient ça, pas seulement parce qu'il fallait payer, mais aussi parce que des inconnus fouillaient dans leur vie privée pour savoir combien ils possédaient. Quand la Révolution a éclaté, les citoyens ont exigé un changement. L'État a alors repris le contrôle direct de la perception en créant des régies publiques administrées par des fonctionnaires. Puis, au début du XXe siècle, lors de la création de l'impôt moderne sur le revenu, le cadre s'est durci. Pour convaincre les Français de déclarer la totalité de leurs gains sans crainte, le législateur a instauré une règle juridique stricte, le secret fiscal. En substance, cela signifie que, pour calculer l'impôt juste, l'État a le droit d'obtenir toutes les informations intimes nécessaires, mais s'engage à ne pas les divulguer à des tierces. L'administration fiscale détient depuis lors l'un des registres de données personnelles et financières les plus exhaustifs et sensibles du pays. Sauf qu'aujourd'hui, ces registres ont été violés. Autrefois, les brigands attaquaient les calèches des collecteurs d'impôts au coin d'un bois. Aujourd'hui, ils restent assis derrière leur écran et s'emparent des informations de centaines de milliers de foyers d'un seul coup. Concrètement, qu'est-ce que cela change pour vous? Ce vol de données n'est pas juste un problème technique abstrait. Avec votre revenu fiscal de référence, votre adresse et votre identifiant fiscal, un escroc n'a plus besoin de deviner qui vous êtes. Il possède une fiche d'identité financière d'une précision redoutable. Cela veut dire que dans les semaines à venir, vous risquez de recevoir des emails ou des SMS d'arnaque extrêmement bien élaborés, imitant parfaitement votre banque ou le fisc, qui utiliseront vos vrais chiffres pour vous piéger et vous voler de l'argent. Mais le pire dans cette histoire, c'est la façon dont l'affaire a été gérée par nos institutions. Regardons les dates. Première intrusion s'est produite le 26 juin 2026. Le syndicat Solidaire Finances Publiques avait pourtant prévenu la direction que les accès étaient très mal protégés, mais on lui a répondu que tout était sous contrôle. Quand le problème a été détecté fin juin, Bercy a coupé les accès, mais n'a prévenu personne. Pendant 48 jours, l'administration a gardé le silence. Les citoyens ont poursuivi leur vie sans savoir que leurs données personnelles étaient potentiellement entre les mains de criminels. Ce n'est que lorsque le pirate a affiché les données à la vente sur un forum le 12 août que le ministère a fini par publier un communiqué le lendemain. Et c'est là qu'intervient une question de justice toute simple. En Europe, il existe une règle très stricte qu'on appelle le RGPD. Dès qu'un vol de données présente un risque pour les droits et libertés des personnes concernées, l'organisme touché doit obligatoirement prévenir la CNIL, le gendarme du numérique,
dans un délai maximal de 72 heures. Si une entreprise privée, comme une banque ou un opérateur téléphonique, se fait pirater et cache l'information pendant 1 mois et demi, elle encourt une amende administrative pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Mais pour l'État français, l'histoire est très différente. La loi française prévoit une exception incroyable. La CNIL n'a pas le droit de donner d'amende financière au ministère. En clair, quand une entreprise privée gère mal vos données, elle est sévèrement punie. Mais quand c'est l'État qui commet la même faute avec la base de données la plus importante du pays, il ne paye absolument rien. Cela nous amène à une interrogation fondamentale que je vous pose directement. Alors que l'État nous oblige de plus en plus à tout faire sur Internet pour nos démarches administratives, est-il normal qu'il ne subisse aucune sanction financière quand il échoue à protéger nos données les plus intimes? J'ai très hâte de lire vos avis dans les commentaires. Mais avant cela, j'aimerais vous apporter un éclairage sur quelques autres points. Car cette situation est d'autant plus frustrante que l'État pousse depuis des années à fermer les guichets physiques et à tout numériser sur Internet afin de réaliser des économies. Or, comme l'actualité vient de nous le démontrer, la numérisation des services publics n'est pas sans risque et lorsqu'une cyberattaque aboutit, des volumes massifs de données peuvent être exfiltrés avant même que l'anomalie ne soit repérée. Face à ce constat, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a des gestes très simples à adopter au quotidien. À votre échelle d'abord. Si vous avez un doute, changez rapidement le mot de passe de votre boîte mail et de votre espace sur le site des impôts. Mettez en place la double sécurité qui vous transmet un code de validation lors de la connexion et surtout, gardez en tête que le fisc ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires par email ou par SMS. Si vous recevez un message étrange, ne cliquez sur aucun lien et allez directement sur le site officiel en tapant l'adresse vous-même. Du côté de l'administration, il faut renforcer le contrôle d'accès et imposer un cadre réglementaire plus strict. Les agents de l'administration fiscale doivent utiliser des clés USB de sécurité physique pour s'identifier sur leur serveur. Et enfin, sur le plan politique, il faudrait réformer le cadre légal pour permettre à la CNIL de prononcer des sanctions financières contre les administrations centrales défaillantes, dont le montant pourrait alimenter un fonds d'accompagnement des victimes d'usurpation d'identité. Tant que les ministères n'auront pas un risque financier direct à court terme, la cybersécurité risquera de passer après d'autres priorités budgétaires. L'impôt ne fonctionne que si les citoyens ont confiance dans leur gouvernement. En laissant fuiter nos informations et en gardant le silence pendant des semaines, l'État abîme cette confiance. Il est temps de demander de la transparence et de véritables règles équitables pour tout le monde. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Si cette explication vous a été utile pour y voir plus clair, n'hésitez pas à vous abonner, partager cette vidéo et à me donner votre opinion en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel éclairage sur la vie politique.